Davy avec le Distilben, un podcast de Réseau DES France. Entre 1948 et 1977, en France, du Distilben a été prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. C'était en fait un médicament inutile dont les effets vont être délétères pour 3 générations. Cancer, malformation génitale, stérilité, grossesse à risque, grande prématurité sont quelques-unes de ses conséquences, bouleversant des milliers de vies. Aujourd'hui, des femmes et des hommes témoignent de leur lien avec ce médicament. La parole est à Frédéric. L'épisode du jour, un lien qui ouvre aux autres. Je m'appelle Frédéric et je suis née en 1967. Une naissance ardemment désirée, surtout par ma mère qui a fait 3 fausses couches avant de me mettre au monde et qui m'a toujours considérée comme un miracle et comme une petite chose fragile. Ces difficultés pour avoir un enfant ont certainement contribué au départ de mon père, qui a quitté ma mère lors de mon premier Noël, j'avais 8 mois. Le Distilben est entré dans ma vie lorsque j'avais 23 ans environ, au début des années 1990. Je venais de m'installer à Paris pour mon premier travail et le docteur Sylvie Friedman, la gynéco recommandée par mon médecin traitant de l'époque, avait cru déceler lors de l'examen une anomalie au niveau du col de l'utérus. Elle m'a parlé du Distilben et remis un papier sur lequel étaient dessinées des boîtes de Distilben 5 et de Distilben 25, documents que j'ai toujours conservés. Je l'ai d'ailleurs sous les yeux en enregistrant ce podcast. J'ai immédiatement posé la question à ma mère, qui savait qu'un traitement lui avait été donné à l'époque pour tenter de mener à terme sa grossesse, mais qui ne se rappelait pas le nom du médicament. Elle a donc contacté son gynéco, qui était parti en retraite depuis longtemps, mais son remplaçant a pu retrouver la prescription qui lui avait été donnée à l'époque. 4 mois de Distilben 25 entre octobre 1966 et janvier 1967. Je suis née au mois d'avril qui a suivi. Immédiatement, ma gynéco m'informe du scandale du Distilben et je commence à me renseigner à mon tour et me plonger dans les articles de presse de l'époque. Les relations avec ma mère, qui n'avaient jamais été bonnes, se tendent un peu plus. Ma mère sombre dans la culpabilité et veut jouer les victimes. Je la remets très vite en place en lui expliquant que la victime, c'est moi, mais que je ne lui en voulais pas puisqu'elle ne pouvait pas connaître les impacts du Distilben au moment où elle a pris ce médicament. Nous n'en reparlerons quasiment jamais toutes les deux, sujet clos. J'ai donc 23 ans et je suis une victime. Mais de quoi au juste ? Pour l'instant, le Distilben n'est qu'une épée de Damoclès qui plane au-dessus de ma tête. Ses conséquences sur ma santé et sur ma vie sont pour l'instant impossibles à mesurer. Le Distilben devient ma différence, mon petit truc en plus. Sans lui, je ne serais peut-être pas là. Alors je me réjouis de cette particularité et j'ai bien l'intention de continuer à croquer la vie à pleines dents. Il faudra juste un suivi gynéco un peu plus serré et on verra bien. J'étais tellement reconnaissante envers ma gynéco d'avoir posé ce diagnostic et je lui faisais une telle confiance que j'ai continué à vivre ma vie. Dans ces années-là, je n'étais pas du tout sûre de vouloir un enfant un jour. Compte tenu de mon histoire familiale, dans ma tête, un enfant était potentiellement un être qui pouvait séparer un couple qui s'aime. J'avais une peur panique de la grossesse et de l'accouchement bien avant d'apprendre que j'étais une fille Distilben. Je commençais tout juste à travailler et je prolongeais ma vie d'étudiante, privilégiant les loisirs et les vacances au bout du monde. J'étais et je suis toujours une baroudeuse. J'ai réalisé 20 ans plus tard, en faisant une psychothérapie, que c'est juste après avoir appris que j'étais une fille Distilben que j'ai sabordé une relation avec un homme que j'aimais passionnément. Il avait des projets de mariage et de famille bien trop conformistes pour moi.
Pour ma part, j'aimais ne rien faire comme tout le monde et la liberté n'avait pas de prix. Alors, sachant que je risquais de ne jamais avoir d'enfant, je l'ai quitté. C'était la première fois que le Distilbène intervenait dans une prise de décision. Mais en fait, j'ai enfoui ça dans ma mémoire. Les années passent. Ma santé est bonne, le Distilbène reste théorique pour moi, tout au plus quelques examens gynécologiques supplémentaires de type colposcopie qui sont toujours normaux. Je travaille à Paris et dès que je peux, je pars en voyage au bout du monde. Peu avant l'an 2000, je rencontre Pierre, mon conjoint actuel. Une évidence, si un jour j'ai un enfant, ce sera avec cet homme. Très vite, je le mets au courant de ma différence, sans toutefois parler déjà d'enfant. Seulement voilà, 1 an après le début de notre relation, Pierre tombe malade et nous plonge tous les deux dans une situation violente, puisqu'il a un cancer du testicule diagnostiqué assez tard. Pendant 6 mois, il enchaîne chirurgie et chimiothérapie avec de très bons résultats. Il a 26 ans, j'en ai 34 et je vais prendre soin de lui pendant ce qui restera un petit accident de parcours puisqu'il sort vainqueur de ce combat. Pourtant, en tant que conjoint aidant, j'ai subi un traumatisme dont je n'ai réalisé l'importance que bien des années plus tard. En 2016, alors que Pierre est définitivement guéri, nous nous lançons dans un projet d'enfant qui passera par procréation médicalement assistée. Nous sommes mis en garde très tôt. L'insémination artificielle a peu de chances de marcher, d'autant que j'ai presque 40 ans. Il vaudrait mieux tout de suite envisager la FIV. Tant pis, je préfère commencer avec une méthode que je juge plus douce, mais les inséminations ne marchent pas. En fait, je réalise que je n'ai pas les épaules pour supporter tout ça. L'accident de santé de Pierre m'a fragilisée psychologiquement. J'ai passé des examens très douloureux afin de faire un état des lieux de ma capacité à procréer. Un prélèvement d'ovocytes est au-dessus de mes forces. J'ai peur des effets secondaires potentiels des produits qu'il faut m'injecter avant l'ovulation. J'ai peur de la douleur. Je n'en peux plus des hôpitaux et des infirmières, de toutes ces blouses blanches que j'ai vues pendant des mois lorsque Pierre était traité pour son cancer. Bref, j'ai peur de tout, je rejette tout. Je sais surtout que, dans mon cas, compte tenu de la forme de mon utérus, le plus dur ne sera peut-être pas la fécondation, mais la grossesse. Risque de fausse couche, risque très probable de rester couché pendant plusieurs mois, risque de mettre au monde un enfant prématuré, etc. De plus, la FIV-ICSI dont on me parle me pose un problème éthique, puisque je considère qu'elle force la nature. Et puis, l'idée de mettre au monde un enfant Distilbène de 2e génération est un peu angoissante. Je ne suis pas du tout dans la même position que ma mère, parce que moi, je sais. Alors, si mon enfant se retrouve avec de gros soucis de santé, comment pourrais-je ne pas culpabiliser ? Comment pourrais-je gérer une telle situation ? Bref, je n'ai pas le courage pour un nouveau parcours du combattant et renonce à poursuivre les essais de PMA. Je pense que c'était la 2e fois que le Distilbène intervenait dans une prise de décision. En fait, j'aurais eu besoin d'un accompagnement psychologique qui ne m'a pas été proposé à l'époque, même si j'ai eu l'impression d'avoir été suivie par d'excellents médecins. En l'occurrence, c'était le service du docteur Appleboin à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Pierre et moi n'adopterons jamais d'enfants, trop déçus que la vie ne nous ait pas donné cette chance d'avoir un enfant biologique. Plus de 15 ans après ce choix, je continue à penser que nous avons pris la bonne décision, mais pour être honnête, je sais que j'ai beaucoup pesé dans cette décision en tant que femme qui souhaite disposer de son corps comme elle l'entend. Mais notre chance à Pierre et moi, c'était en quelque sorte d'être tous les deux responsables à 50-50, de ne pas pouvoir avoir d'enfants et de ne pas s'acharner dans la PMA. Sinon, notre couple aurait sans doute explosé.
Aujourd'hui, à 57 ans, si j'essaie de tirer un bilan de l'impact du Distilbène sur ma vie, je n'en veux à personne, ni à ma mère qui n'est plus de ce monde, ni à la science en laquelle je continue à croire fermement, même si j'évite au maximum les médicaments chimiques. Même si le Distilbène n'a rien à voir avec ma naissance, j'ai toujours pensé que si ma mère n'en avait pas pris, je ne serais pas là aujourd'hui. Il a peut-être eu un effet placebo et j'ai toujours considéré la vie comme un cadeau, même avec ses épreuves. Être une fille d'Istilbène, avoir cette différence, a façonné malgré tout une grande partie de ma vie, qu'il s'agisse de mon caractère ou de mon entourage. Je pense avoir toujours eu une grande ouverture d'esprit et j'ai évité de juger hâtivement les gens, car on ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière telle décision ou telle réaction. Pour ma part, comme beaucoup de femmes sans enfants, j'ai enduré les remarques idiotes du style « on n'est pas une femme tant qu'on n'a pas eu d'enfant » ou « tu n'as pas d'enfant, ta vie n'est que strass et paillettes ». Alors j'ai toujours adopté une grande retenue face à des personnes au profil qui n'étaient pas dans la norme, en ne posant pas de questions pouvant être indiscrètes et même douloureuses. J'ai noué de nombreuses amitiés très fortes avec des hommes homosexuels qui n'ont pas eu d'enfants comme moi, même si à présent les choses changent dans ce domaine, et c'est très bien comme ça. Et j'ai eu la chance de créer quelques belles relations avec des enfants que des amis m'ont prêté le temps d'un week-end ou pendant des vacances, parce que ce qui m'a manqué le plus, finalement, c'est de ne pas transmettre mon expérience. Pour finir, rassembler mes idées pour ce podcast a été assez difficile. N'ayant pas eu les problèmes de santé que d'autres filles d'Istilbène ont eu, n'ayant pas eu de grossesse ni d'enfant, je me sentais peut-être moins légitime dans l'apport de ce témoignage. Mais je suis récemment devenue adhérente de l'association DES qui m'a très gentiment renseignée lorsque ma gynéco est partie en retraite et que j'ai cherché désespérément un nouveau spécialiste. J'avais auparavant eu une expérience désastreuse dans un cabinet qui m'avait pourtant été recommandé, puisque la jeune gynéco que j'avais alors consultée a paru effrayée en m'examinant, ce qui a été très désagréable, très angoissant, mais ce qui m'a rappelé que même si je n'avais pas enduré les épreuves de mes sœurs d'Istilbène, je resterai moi aussi marquée toute ma vie par cette différence. Toutes les informations sur le Distilbène, que l'on appelle aussi DES, sont sur le site de l'association à l'adresse des-france.org.